Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler Formule 1 pour faire la présentation du premier Grand Prix de la saison, le Grand Prix de Bahreïn sur le circuit de Shakir. On va voir un petit peu les dernières infos du paddock, alors qu'il n'y a pas grand-chose qui s'est produit depuis les essais de pré-saison. On va revenir sur ce qui s'était passé l'année dernière. On fera une petite présentation du circuit avec les 3 virages notamment marquants. Et puis je donnerai mes pronostics, on parlera des pneus, de la météo également sur place, on verra les enjeux, et puis bien entendu le programme télé du week-end. Il y aura également la F2 qui sera du côté de Bahreïn. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a plu pas du tout, qui vous pensez qui peut être performant sur ce Grand Prix, qui sera en difficulté, vos pronostics. N'hésitez pas, quand vous abonnez à la chaîne, à rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment les vidéos Formule 1, cyclisme, il y a du ski encore qui va arriver, je pense, dans pas si longtemps que ça. Et puis quand vous abonnez à la chaîne, vous pouvez mettre toutes les notifications, mettre un super thanks pour soutenir la chaîne. EPS 2.0, TikTok également, il y aura du contenu TikTok avec la Formule 1, je pense. J'espère être en capacité de le faire. Circuit d'accélération freinage Bahreïn, alors circuit qui est maintenant très connu par les équipes de Formule 1 parce que ça fait depuis quelques années qu'on a des essais sur le circuit de Bahreïn. Là, les seuls essais qui ont été faits étaient sur ce circuit de Bahreïn. Circuit d'accélération freinage, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un circuit où vous avez des gros freinages, c'est l'un des circuits les plus exigeants au niveau des disques de frein, ils vont monter très fort en température, et d'accélération de relance vu que vous avez beaucoup de virages qui sont à basse vitesse, pas à très haute vitesse. C'est pas un circuit où il faut énormément d'appui. C'est plus un circuit où vous pouvez rouler pas mal débraqué. Alors c'est pas Monza non plus, mais vous pouvez rouler un petit peu débraqué. Et puis il faut faire attention à Bahreïn, Grand Prix de nuit, mais il fait toujours chaud à Bahreïn, et vous avez des sessions qui sont moins intéressantes que d'autres, c'est-à-dire que en fait, le travail va surtout se faire sur les sessions aux alentours de 16h, de fin de soirée, de début de fin d'après-midi pour nous, alors que les sessions, on va dire, de début de journée à Bahreïn ne sont pas intéressantes parce qu'il fait trop chaud, et c'est pas les températures qu'on va avoir sur les moments importants du week-end, c'est-à-dire les qualifications samedi, la course dimanche. Premier Grand Prix de la saison, ce qui fait que tout le monde est un petit peu chaud après l'intersaison qui a été longue, même si on a fait des essais de pré-saison. Ça va être la première confrontation entre les pilotes. Ça peut parfois être compliqué, surtout qu'on a pas mal de nouveaux pilotes qui vont faire leur premier départ en Formule 1. Et ça, il faut toujours faire attention avec les débutants, les rookies. Puis faire attention également à Bahreïn le vendredi, souvent il y a énormément de poussière, c'est un circuit qu'il faut nettoyer un petit peu. Alors là ça va être un peu moins le cas, mais quand même entre la session de samedi soir, dernière session des essais de pré-saison, et le Grand Prix qui débute vendredi, la poussière s'est remise, et donc il faut faire attention lors des premiers tours de roue avec cette couche de poussière qu'il va falloir nettoyer, ce qui fait que c'est une piste qui a plutôt tendance à énormément gagner en performance au fur et à mesure du week-end. On regarde les dernières infos de ce Grand Prix. Eh bien déjà, la première bonne information, c'est que Lance Stroll devrait participer au Grand Prix. Alors, il va se tester, je pense, vendredi. Si vendredi, ça ne va pas avec son poignet, il a été opéré du poignet, il est tombé à vélo, voilà. Mais normalement, Lance Stroll fera le Grand Prix dimanche. C'est alors une bonne nouvelle, on n'ira pas jusqu'à là du côté d'Aston Martin, mais parce qu'il a quand même raté les essais de pré-saison, donc je pense que Lance Stroll va être en difficulté. Il faudra voir au niveau du poignet si ça tient tout le Grand Prix, parce que je rappelle que Bahreïn n'est peut-être pas la piste la plus exigeante de la saison, mais il faut quand même faire 57 tours. Si vous avez du mal à tenir le volant, ça peut être compliqué. Mais il faudra voir comment ça se passe du côté de Lance Stroll sur cette première course. Autre information également, c'est qu'une zone DRS a été raccourcie par rapport à l'année dernière. C'est un petit peu une nouveauté du côté de la Formule 1, c'est que la Formule 1 veut utiliser de moins en moins le DRS, et surtout que le DRS est moins de force que les années précédentes. Les années précédentes, le DRS, le problème c'est que vous ne pouvez pas défendre avec un pilote qui a DRS. Là, l'idée est de diminuer les zones de DRS, parfois de supprimer certaines zones. Alors à Bahreïn, on aura 3 zones DRS. Par contre, la troisième zone, celle de la ligne des stands, sera plus courte de
80 mètres pour tenter de diminuer l'effet et la puissance du DRS, ce qui devrait permettre de défendre plus facilement sur le DRS, ce qui était souvent assez compliqué ces dernières années. On revient sur ce qui s'était passé en 2022, l'année dernière, sur le Grand Prix. Alors le Grand Prix avait eu lieu à la même période de la saison à peu près. Alors c'était un petit peu plus tard, parce que là on a repris un petit peu plus tôt la saison. C'était le 20 mars 2022 sur cette piste qui avait la même configuration, et ça avait été une domination un petit peu de la part de Ferrari. Alors, on avait eu un forfait déjà chez Aston Martin à l'époque avec Sébastien Vettel qui était positif à la Covid, et c'était Nicole Kümmer qui l'avait remplacé. Et on avait eu beaucoup de soucis lors des premiers tours de course de ces voitures, notamment avec le marsouinage. On se souvient notamment de la perte d'éléments de carrosserie d'Esteban Ocon sur l'Alpine, qui avait perdu un énorme élément de son ponton, ce qui avait un peu gêné son week-end. Et il y avait eu également des soucis de moteur pour Bottas lors des sessions d'essais libres. Le samedi, lors des qualifications, eh bien, Aston Martin s'est un petit peu planté, avait été éliminé dès la Q1. Du côté d'Alpine, eh bien, Esteban Ocon n'avait pas réussi à se qualifier en Q2, en Q3. Ça avait été le cas également de Lando Norris sur la McLaren Mercedes également. On se souvient également que Daniel Ricciardo était 18e seulement sur la grille de départ. Et puis, pour la Q3, eh bien, il y avait eu une belle bagarre pour la pole position entre Charles Leclerc et Max Verstappen. Et c'était Charles Leclerc qui s'est imposé devant Max Verstappen, qui avait réussi à devancer de pas grand chose devant Carlos Sainz. 4e Sergio Perez, 5e Lewis Hamilton. On commençait à comprendre que du côté de Mercedes ça allait être compliqué. Le premier des autres, c'était Bottas qui avait fait une belle qualification avec la 6e place. Lors du Grand Prix, on se souvient que les Red Bull étaient plutôt rapides, mais qu'elles avaient eu des problèmes d'alimentation en essence qui leur avaient pourri les 3 premiers week-ends de course, avec le double abandon de Perez et de Verstappen, ce qui avait facilité la course de Charles Leclerc, qui avait dominé face à Carlos Sainz. Hamilton était monté sur le podium devant George Russell, qui avait fait une belle remontée. Kevin Magnussen avait permis à Haas de marquer de gros points. Devant Bottas, Esteban Ocon avait fini 7e malgré 5 secondes de pénalité qu'il avait dû purger en course, car il avait envoyé dans le décor Mick Schumacher, qui avait réussi à repartir. Et puis Tsunoda 8, Alonso 9. Et Zhou avait fini 10e sur l'Alfa Romeo. Il était rentré dans le cercle fermé des pilotes qui avaient marqué des points pour leur premier Grand Prix. Ça sera peut-être le cas cette année, pourquoi pas d'un Nyck de Vries ou pourquoi pas d'un Logan Sargent. Ce sera un peu plus une surprise sur la Williams. Et ça permettait ce Grand Prix à Charles Leclerc de prendre la tête du championnat du monde, et Ferrari marquait 44 points. Mais on sait très bien qu'ensuite, eh bien, ça s'était pas hyper bien passé pour la suite pour Ferrari. Alors, le circuit de Bahreïn, la présentation de ce circuit, c'est un circuit qui contient 15 virages comme vous pouvez le voir, 5 km 412, premier Grand Prix en 2004, ça fait 19 éditions du Grand Prix de Bahreïn, même si on a eu des configurations de circuits différentes, notamment un circuit long qui n'est plus utilisé parce qu'il n'était pas vraiment performant. La course se déroule de nuit avec des spots, bien entendu, les Formule 1 n'ont toujours pas de phare, et puis 57 tours, 3 zones de DRS que vous pouvez voir. Donc cette première zone de DRS, comme on a dit, qui est désormais donc plus courte de 80 mètres, elle commence vraiment bien après désormais le virage 15. La zone de détection se fait avant le virage 14 pour cette zone de DRS considérée comme la zone numéro 3. La zone numéro 1, elle se situe après le virage numéro 3 jusqu'au virage numéro 4 avec une zone de détection avant le virage numéro 1. Et puis la zone numéro 2, elle se situe entre le virage 10 et le virage 11. Souvent, c'est une zone qui ne permet pas de faire des dépassements, qui permet surtout aux voitures de se rapprocher après un enchaînement entre le virage 4 et le virage 10 qui est plutôt très technique. Et la zone de détection se situe avant le virage 9.
Donc vous voyez, quand on disait que c'est un circuit d'accélération-freinage, vous avez peu de virages compliqués, peu de grandes courbes sur ce circuit, à part l'enchaînement 5, 6, 7 qui est sur des courbes rapides, et puis le 11 et le 12 qui sont vraiment des courbes. Le 12 est une grande courbe vraiment, mais sinon ce sont plutôt des virages assez lents sur cette piste. Les 3 virages pour moi les plus importants de ce circuit, alors c'est pas le virage 1, même si on peut faire des tentatives de dépassement au virage 1, c'est pas un virage qui est très intéressant en termes de pilotage, c'est un virage qui est extrêmement lent. Faire attention à la sortie, surtout lors du premier tour, éviter de faire une Romain Grosjean dans ce virage 2, l'enchaînement 2-3, parce qu'on sait que parfois on ne se voit pas vraiment très bien dans les rétroviseurs. Pour moi le premier virage important c'est le virage 4. Pourquoi c'est un virage important? Parce que c'est déjà un virage où on peut dépasser en course. On a plusieurs trajectoires possibles, ça fait qu'on peut être à 2 de front, 3 de front, même si c'est un endroit où quand vous dépassez, vous prenez quand même un petit peu des risques, il faut le savoir, mais c'est un endroit où on peut dépasser. Mais c'est un virage qui est également intéressant en qualification, parce que pour avoir la trajectoire idéale, il est vraiment compliqué. C'est un virage où vous pouvez emmener énormément de vitesse si votre voiture est très très bien réglée, et c'est un virage où on peut faire des gros écarts. Et en plus, la fin du premier secteur est juste après ce virage 4, donc il faut réussir à pas aller trop proche du vibreur intérieur, c'est-à-dire l'idée n'est pas forcément de prendre le point de corde, parce que si vous prenez le point de corde, vous allez casser un peu trop votre vitesse. L'idée est plutôt de passer un peu plus au large, pas trop au large quand même, de conserver de la vitesse, mais de ne pas sortir trop loin, parce que le vibreur à la fin de ce virage-là est un petit peu traître. L'autre virage important pour moi, c'est le virage numéro 10. Pourquoi le virage numéro 10? Parce que c'est un freinage extrêmement lent, extrêmement compliqué. Et pourquoi il est compliqué, ce freinage du virage numéro 10? Parce que en fait, vous commencez à freiner quasiment au virage numéro 9. C'est quelque chose qu'on ne doit jamais faire en sport mécanique, c'est de freiner avec les roues tordues, les roues avant qui sont déjà tournées. Donc, ce qui fait que c'est un virage qui est très compliqué. Il a une petite marche à l'intérieur, ce qui fait qu'on a souvent tendance à délester la roue extérieure. C'est un virage où on a souvent tendance à faire des plats au niveau de la roue extérieure pour 2 raisons. Premièrement, cette petite marche qui fait que la route n'est pas totalement droite, mais aussi parce que quand vous freinez avec les roues tordues, eh bien, ça veut dire que les 2 roues ne tournent plus à la même vitesse. Pour qu'une voiture tourne, il faut qu'il y ait une roue qui tourne pas à la même vitesse que l'autre. C'est-à-dire que la roue extérieure tourne plus vite que la roue intérieure. C'est le problème quand vous faites de la programmation sur des petits robots, comme j'ai fait en cours de technologie à une époque, quand j'étais jeune, où comme par bêtise, on met la même vitesse sur les 2 moteurs pour que le robot tourne, sauf que si vous faites ça, vous retournez sur vous-même et vous n'allez pas en avançant. Pour aller en avançant, il faut que les 2 roues ne tournent pas à la même vitesse. Ce qui fait que ce virage-là, vous avez toujours tendance à délester. C'est un freinage qui est très compliqué. Si vous suivez une autre voiture parce que vous êtes rapproché après le virage 8, eh bien, vous êtes déventé. Donc, c'est vraiment un virage très très compliqué. Et puis, le dernier virage compliqué pour moi, c'est le virage, l'enchaînement 14-15. Pour moi, c'est plus le virage 14 qui est compliqué. Pourquoi? On a déjà un freinage qui est en descente. Donc, c'est pas toujours facile de savoir où freiner, d'avoir les bons points de repère au niveau de son freinage. C'est un très très gros freinage à cet endroit-là. Et là aussi, vous pouvez garder pas mal de vitesse en passant un peu plus à l'extérieur, mais il ne faut pas aller trop à l'extérieur parce que le virage 15, à la sortie, le vibreur est assez traître. C'est-à-dire vous pouvez surfer sur le vibreur, le fond plat peut vraiment toucher le vibreur, les roues être décollées du sol. Donc c'est vraiment un endroit où il faut faire très attention, de ne pas monter trop haut et trop fort sur le vibreur, sinon vous pourrissez complètement votre tour. En plus, ça veut dire que vous êtes en dehors des limites de la piste. Et l'année dernière, je crois que vous gâchiez le tour en cours, mais également le tour suivant en qualification, c'est-à-dire une grosse perte au niveau des limites de piste. Il faut faire attention aussi au virage 14-15, à la réaccélération. Souvent, on est en fin de tour. Les pneus en qualification ont déjà pas mal morflé, surtout le train arrière. Et vous avez tendance à avoir un train arrière très baladeur. Donc, c'est parfois compliqué à la réaccélération. Et c'est un endroit où on peut faire des gros écarts parce que les 5-6 km/h que vous allez perdre en vitesse de pointe, en vitesse à ce moment-là, c'est des km/h qui vous manqueront en vitesse de pointe et qui vous permettront de vous faire dépasser. Donc c'est pour ça que c'est un virage où il faut faire très attention. On passe aux pneus. Du côté des pneus sur ce Grand Prix, eh bien, on va utiliser les pneus les plus durs de la gamme Pirelli. Alors je rappelle que la gamme Pirelli, on ne peut pas comparer avec les pneus de l'année dernière. Les pneus avant
sont un petit peu plus durs. Il y aura notamment des modifications, avec notamment des pneus pluie qui ne seront plus utilisables avec couverture chauffante. Donc ça va être un gros changement. Du côté de Pirelli, donc on emmène les C1, les C2, les C3. Les C1 sont nouveaux, vraiment entièrement nouveaux. Ces pneus durs. On est sur une piste qui est plutôt assez abrasive, avec des températures qui sont difficiles à gérer. Donc on va voir comment ces pneus vont peut-être se comporter avec des pneus légèrement plus durs du côté de chez Pirelli, et cette année surtout sur le train avant. On regarde également tout de suite la météo, du côté de la météo sur ce circuit de Bahreïn, alors sur la chaîne météo. Vendredi, 24 degrés en après-midi avec du vent, hein, ça c'est vrai que c'est toujours le grand problème à Bahreïn, avec le vent qui peut mettre les voitures en difficulté, qui ramène pas mal de poussière sur la piste, et puis surtout, il faut le savoir, hein, c'est Kevin Magnussen qui a dit que les voitures 2023 semblent un peu plus sensibles au vent que l'année précédente. Donc 15 à 20 km/h de vent. Samedi, grand soleil, 25 degrés, un vent d'est cette fois-ci, aux alentours de 15 km/h de vent. En soirée, les températures seront de 22 degrés, avec un vent qui devrait forcir également en début de soirée. Donc il faudra faire attention, avec du vent qui sera entre 20 et 25 km/h. Et puis le dimanche, pour le Grand Prix, un vent qui sera cette fois-ci de sud-ouest, entre 26 et 23 degrés sur les températures dans l'air, hein. Donc sur la piste, les températures seront différentes bien entendu, mais avec un vent de sud-ouest, donc du sud-est, le vent est plutôt à tendance est, mais avec un vent qui sera légèrement différent au niveau de sa trajectoire, il faut le prendre en compte également. Du côté de mes pronostics, je n'ai pas pris forcément de gros risques. J'ai décidé de mettre Charles Leclerc vainqueur, Max Verstappen deuxième, Hamilton troisième. Voilà, s'il y a quelques abandons sur des soucis de fiabilité, une Mercedes qui aurait récupéré du niveau de performance. Je rappelle également que ce sont des pronostics à titre tout à fait indicatif. Me tenez pas responsable de vos paris sportifs si ça marche pas. Je suis pas votre mère, mais moi je vous conseille de pas mettre votre argent dans les paris sportifs. Et puis en grosse cote, j'ai décidé de mettre Magnussen. Tiens, un Magnussen 4e du Grand Prix. On sait que c'est toujours performant en début de saison. Le moteur Ferrari est toujours performant, donc pourquoi pas Magnussen. Du côté des enjeux de ce Grand Prix, les 3 questions un petit peu qu'on peut se poser ce week-end, la première, c'est que Red Bull est-il intouchable et va-t-il dominer cette saison 2023, enfin dominera-t-il plus déjà ce Grand Prix? Aston Martin est-elle la surprise de ce début de saison? Est-ce que Aston Martin peut marquer des gros points en début de saison et modifier la hiérarchie actuelle? Et puis l'équipe Mercedes a-t-elle rattrapé son retard de performance? Parce que l'année dernière, c'était un petit peu compliqué sur cette même piste. On regarde tout de suite le programme télé. Donc disponible sur F1, la plateforme F1 TV, mais également disponible sur Canal+, bien entendu. Alors le vendredi, ça sera sur Canal+ Sport, midi 10 pour la FP1. La première séance d'essai libre de Formule 1 à 13h55, les qualifs de la Formule 3 qui seront désormais de nouveau disponibles sur Canal+ Sport. La FP2 sera à 15h40, la qualif de la F2, ça sera à 17h25. Samedi, la première course de F3 sera à 10h10, la FP3 à 12h05 pour les F1. La première course de F2 à 14h15, il faudra faire attention au niveau des conditions climatiques, au niveau des pneus. La qualif de la Formule 1, ça sera à 15h40, et puis pour ceux qui aiment l'IndyCar, du côté de Saint-Pétersbourg, ça sera à 20h15 de Saint-Pete, comme disent les gens localement. Et puis dimanche, Canal+ Sport à 9h45 et la deuxième course de F3 à 11h15 la course de F2. Et puis sur Canal+, en pôle à 14h, le documentaire bleu, blanc, vite à 14h10, la grille 15h, le Grand Prix 16h, Formula 1 17h55, 18h15, la course sur Canal+ Sport d'IndyCar. Voilà le programme des sports mécaniques ce week-end. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à donner vos favoris dans les commentaires. Et puis nous on se retrouve donc pour faire le débrief de ce Grand Prix. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.